Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir avec le grand live avec un invité ce soir. Un invité breton. Eh ben ouais, tiens. Oh bah ça, ah bah écoutez, hein, moi j'ai vu ces vidéos. C'est un gars, je me suis dit, oh bah tiens, elle cause comme mal. Là j'ai envie de l'avoir avec moi dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe et je vous invite à, voilà, Jean-Philippe Collet, euh, qui est avec nous ce soir et on va parler d'astrologie parce que lui, c'est l'astrologie, c'est tout ça. Bonsoir mon Jean-Fifi. Salut Christophe, merci. Voisin breton donc. Oui, en plus on savait, mais je savais même pas. Mais quand j'ai vu de tes vidéos, je me suis dit, ouais, il est pas loin de chez moi, lui. Tiens, ah bah là, ça fait du bien. De l'autre Euh, côté de l'épée, tout simplement. Ouais, on n'a pas grand-chose hein, en route à faire. À vol d'oiseau, ça va plus vite, mais bon, on n'est pas des oiseaux encore, hein, donc on est bien obligé d'utiliser les voitures. Euh, ce soir, on a cette possibilité extraordinaire de pouvoir un petit peu échanger ensemble sur des sujets qui nous intéressent et sur ton parcours, sur qui tu es, sur ce que tu es, et surtout sur l'avenir de l'humanité telle qu'on a envie de la voir, cette humanité avec aussi ce regard très vrai, très authentique. On raconte pas de bêtises. Mais Jean-Philippe, comment ça se fait qu'il y a personne qui pour l'instant m'a interpellé en me disant oui, on voulait la voir. C'est pas normal, ça, c'est pas normal. Bonsoir Jean-Philippe, dis-moi un petit peu. Euh, euh, Tu es qui, Jean-Philippe? J'essaye d'être moi. Bah, déjà, bonne réponse. Jean-Philippe. Peut-être c'est plus compliqué. Qui je suis, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis connu comme étant astrologue, donc c'est déjà tout un programme, même un gros programme. Voilà, après, tu veux quoi? Mon âge, ma taille, Le groupe sanguin, si possible, non, non, mais sanguin, hein, je veux dire, pas forcément avec de l'argent, hein, sanguin, ouais, non, c'est vrai que c'est on n'est pas comme avec là-dedans, hein. tout le monde, hein, je pense que et on va être plus sans désargenté dans quelques temps. Attention. Ouais. Alors l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais moi, je maîtrise absolument pas, hein. Ça, je le dis tout de suite, c'est pas du tout mon kiff, hein. Par contre, toi, non seulement tu as l'astrologie qui a l'air d'être quelque chose que tu maîtrises bien, comment on vient à l'astrologie, mais surtout, il y a aussi cette notion très psychanalytique, j'ai envie de dire, des archétypes, ce genre de choses, que tu connais assez bien. C'est pour ça que ça m'a parlé, parce que je me suis dit, ah, il a quand même des choses à dire, lui. Donc, on va voir un petit peu comment tu es arrivé à l'astrologie, comment tu es arrivé à ce parcours-là des symboles, des archétypes et tout ça, là. T'es tombé quand dedans, là? Alors, quand, je sais plus trop, je crois que ce sont même mes premiers souvenirs. Donc je devais avoir 3-4 ans, j'étais complètement figé, obnubilé, intrigué par des symboles zodiacaux qu'il y avait sur une tapisserie de ma grand-mère, je me rappelle. Voilà, et je trouvais ça très amusant, ça m'a toujours intrigué. Puis progressivement, enfin non, c'est pas progressivement, c'est d'un seul coup, j'ai eu euh, comme un déclic. Mais ça, c'était vraiment sur le tard. C'était à l'âge de 33 ans, je crois que j'ai dû commencer à lire mon premier bouquin d'astro. Puis après, je me suis dit, bon, ça va pas me suffire. Comme en plus, j'ai un esprit un peu cartésien, parce que je suis en fait, issu d'un milieu universitaire, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que je construise les choses un peu à la manière universitaire, un peu scientifique. Donc, je voulais rentrer un peu plus dans le détail, et j'ai décidé de faire un parcours, enfin une école qui s'appelle Agapé, qui est l'école d'astrologie française,
qui a cette capacité d'aborder à la fois l'astrologie, mais en parallèle de la psychanalyse, puisqu'en fait aujourd'hui, on ne peut pas les dissocier. Astrologie et psychanalyse vont ensemble, avec une perception, pour ma part, de psychanalyse plutôt jungienne. Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens. Jung, hein, c'était un des disciples de Freud, qui est tombé dans la notion, qui a développé, qui a été plus loin dans la découverte des mondes de l'inconscient. Pour Freud, il y avait l'inconscient individuel qui se résumait à très peu de choses, presque au niveau de la sexualité. Pour Jung, il y avait autre chose. Il a découvert la notion d'inconscient collectif, hein, c'est-à-dire un inconscient qui parle à tout le monde et qui repose sur ce que tu viens de citer, qu'on appelle les archétypes. Et en fait, les archétypes, ça repose tout simplement sur les mythes. Donc les mythes grecs, les mythes égyptiens, les mythes mésopotamiens. Et on se rend compte que ces mythes véhiculent une espèce de sagesse qui demeure en nous, dans nos sociétés, mais à un niveau plutôt inconscient. Et donc l'astrologue aujourd'hui essaye de mettre en parallèle ces deux notions pour ramener tout ça à la conscience et comprendre comment nos vies peuvent être, entre guillemets, je ne vais pas dire manipulées, mais c'est vrai qu'on a pas mal de fils qui nous tiennent, qui nous tiennent et nous retiennent, je dirais, par rapport à la construction de l'individu. Puisque lorsqu'on est ici, notre but, c'est quand même de devenir totalement autonome, indépendant, c'est-à-dire se libérer de toute forme de conditionnement des parents, de la société, de la culture, pour trouver sa place de façon consciente. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ah oui, non, mais c'est assez clair. Oui, non, je confirme l'information. Ce qui est bien, c'est que tu parles. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Jacques Birolini, qui est aussi un astrologue que j'ai rencontré il y a plusieurs années et que j'ai essayé de présenter au public et qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui a aussi de grands talents et qui parle de l'astrologie. Lui, il avait un métier et au fur et à mesure, il s'est dit est-ce que je vais partir vers l'astrologie? Est-ce que je suis capable de partir et puis que d'en vivre? C'est des grandes questions parce que là, on est alors je ne sais pas, mais est-ce qu'on voit le ciel, bien sûr, astral. Est-ce que l'on voit de l'astrologie? Est-ce que l'on voit des thèmes hein, moi, je suis pas un spécialiste. Hein, je le redis encore. Pardon hein, si je fais des erreurs. Est-ce que l'on peut voir effectivement ces changements qui arrivent, mais bon. Parce que moi, je le vois en termes de médiumnité et de voyance pour les gens qui changent de profession et qui vont de plus en plus vers quelque chose, vers l'accompagnement, vers l'aide, vers ce genre de choses, et vers ces sciences-là, qui sont des sciences occultes, entre guillemets, ésotériques, je préfère, c'est beaucoup plus adapté. Est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui est fantasmé, qui est que rêvé? Alors, complètement, on le voit, on le devine. Disons que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'astrologie, c'est avant tout une affaire de cycle. Donc, on a 10 astres et une infinité de cycles qui vont là-dedans. Je dirais qu'il y a à peu près 110 cycles majeurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour se construire et justement devenir de plus en plus libre. C'est-à-dire, de plus en plus libre, ça veut dire de plus en plus conscient. Et dans l'évolution de notre histoire, quelque part, surtout depuis le XVIIIe siècle, la Révolution française, en Occident, on a un petit peu expurgé tout ce qui est des mondes de l'inconscient, jusqu'à temps que Freud et Jung arrivent. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés dans leur évolution, notamment dans leur évolution, comme tu le nommes, de manière ésotérique. Et tout ça, c'est en train de s'effondrer. On est en train d'assister ce qu'on pourrait appeler un retour du refoulé, c'est-à-dire des choses qui sont profondément enfouies en chacune et chacun d'entre nous et dont, pour l'instant, on n'osait pas trop se servir, mais qui
progressivement vont sortir et on va s'en emparer pour pouvoir s'en servir et trouver notre place et notre rôle dans la société. Donc, ces cycles-là, effectivement, sont en train d'arriver et ça accompagne, bien sûr, l'effondrement de la matrice, ce que j'appelle la matrice, ce que nous appelons d'une manière générale la matrice à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce monde matérialiste, ce monde de la globalisation, qui est purement et simplement en train de s'effondrer sur elle-même. Et on a des cycles, bon, pour notre part, le mouvement a commencé en 1993 pour les astrologues, au moment de la grande conjonction Uranus-Neptune dans le Capricorne. Conjonction qui a ensuite été, l'endroit de cette conjonction a ensuite fait l'objet d'une autre conjonction très importante, une triple conjonction au même endroit, à la fin du signe du Capricorne. C'est celle que nous avons connue en 2020 entre Jupiter, Saturne et Pluton. Et là, ça, c'est vraiment le signal, le début d'un nouveau grand cycle de plusieurs centaines d'années et qui doit se construire. Mais alors, pour qu'il puisse se construire, bien évidemment, il faut que l'ancien cycle s'effondre. Et c'est ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Donc, les choses sont en mouvement, inéluctablement, elles avancent. Dire exactement à quand les choses vont arriver, bon, je sais bien qu'on s'attendait à ce que le président français s'en aille cette année. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas fini. Il y a une opportunité, ça ne s'est pas fait, il y en a une autre qui va arriver. Et ainsi de suite. De toute façon, la direction est donnée. Oui, dans ce que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette notion de renouvellement, de changement continu. Bien sûr, l'approche jungienne est une approche très peu enseignée à l'université, malheureusement. En France. Oui, en France, oui, c'est très triste, mais ça n'empêche pas d'aller chercher, d'aller lire certains écrits, et puis on peut toujours se cultiver. Toi, tu as, d'un point de vue personnel, on va revenir bien sûr à tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, mais d'un point de vue personnel, pourquoi tu es parti sur ce terrain-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que tu faisais quoi d'autre? Quel était je sais pas moi, ta perception de quand tu allais être adulte, quand tu allais être plus vieux, plus vieux en Bretagne. Ah bon, elle est bonne celle-là. Voilà. Non, mais comme on dit en Bretagne, de toute façon, la pluie ici, elle tombe que sur les cons. Donc, vous inquiétez pas, il n'y en a pas. mais, mais en ce moment, on voudrait bien qu'elle tombe aussi sur les gentils, parce qu'on est un peu en situation de sécheresse. Voilà. Ouais. Mais là, déjà, il y a quelques jours, il y a eu un peu de pluie, donc ça va un peu mieux, et ça va le faire. Mais justement, tu parles de renouvellement. Est-ce que tu t'es vu faire ce que tu fais? Est-ce que toi-même, tu as envie de modifier un petit peu comment dire, ta perspective concernant ton avenir professionnel, spirituel? Raconte-nous tout. Je pense que pour moi, comme pour n'importe qui, à un moment donné, la vie nous repositionne sur des axes et nous ouvre des portes, parfois auxquelles on ne s'attendait pas. Moi, à la base, je suis un passionné d'histoire, je suis un médiéviste, j'ai été poursuivi par les études. Je dis bien poursuivi, parce que je n'avais pas beaucoup d'ambition à ce niveau-là. Et au final, parti sur, je me suis dit, je vais faire 2 ans, ce sera bien assez, j'en ai fait 14. Mais malheureusement, alors je dis pas ça pour m'enorgueillir, parce qu'en fait, je les ai pas voulu. J'ai vraiment été poursuivi par mes études. C'est un truc de fou. Ce sont des concours de circonstances et qui, bien sûr, ont formaté mon esprit, m'ont formaté ma façon de penser, ma façon d'être. Et moi, je voulais juste être un prof d'histoire à la base. Et puis, ça n'a pas pu se faire. Enfin, je l'ai été, mais à un moment donné, je me suis dit, à peine j'étais rentré dans le bureau, j'étais devenu prof. Oui, là, ça va. Je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. En fait, au bout de 10 minutes, je commençais à, littéralement, excusez-moi du terme, me faire chier. Alors, non pas par rapport au métier, qui est vraiment le plus
beau métier du monde, ça j'en suis convaincu, et les gosses, les étudiants c'est de la matière brute, c'est extraordinaire. Par contre, ce que l'on en fait aujourd'hui, évidemment, j'avais beaucoup de choses à redire. Je me dis, c'est pas possible. Là, on va droit dans le mur. Donc, je suis sorti de là-dedans. Je sais plus après trop. J'ai fait une école de commerce pour me recycler. Et puis, du coup, j'ai créé ma propre entreprise parce qu'il fallait impérativement que je sois indépendant. Je peux pas. Je n'ai pas la capacité ou la mentalité de m'insérer comme un gentil soldat dans une structure. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne me convenait pas et la vie m'a ramené devant des opportunités jusqu'à celle de pouvoir financer ces études d'astrologie sur Paris. Ce n'était pas une chose facile pour moi parce qu'à ce moment-là, je vivais à Poitiers, c'était Paris, il fallait que je fasse des allers-retours. L'inscription était quand même assez chère. Pour quelqu'un qui démarrait sa carrière, ce n'était pas simple, mais ça s'est fait. Ça s'est fait tout simplement et puis je m'éclate. Et plus ça va, plus je m'éclate. Donc, prochain passage, c'est progressivement de quitter le monde de mon entreprise et pour me consacrer, si possible, exclusivement au monde pour lequel j'ai un kiff, quoi. Et donc, c'est l'astro, la psycho. Oui, oui. Et puis, finalement, c'est ta raison d'être, hein, pour reprendre une chanson d'un chanteur qui aujourd'hui est ultra piqué de partout, hein, le pauvre. Bonne chance à lui. Mais c'est ça, c'est une raison d'être intérieure, c'est une force intérieure. Est-ce que tu te sens comme quelqu'un qui a une mission à mener ou à ce genre de choses? Voilà, alors là, c'est compliqué ta question là. Ah bah ouais, j'ai fait exprès. Alors, j'ai été passionné de politique. Et si je te dis ça, c'est que lorsque j'étais gosse, j'ai toujours dit, mais putain, je comprends pas que le monde soit aussi dirigé de manière aussi conne. Excuse-moi. Voilà. Et j'étais Ouais. tout petit à ce moment-là. Donc, j'avais, je pense, peut-être sans vraiment le conscientiser, l'envie de faire quelque chose sur un plan collectif. Voilà. J'ai fait de la politique, j'ai même été à un niveau assez haut. Et là, je me dis, oh là là là, de toute manière, on m'a mis des bâtons dans les roues pour que j'aille plus loin. Et de toute façon, voilà, j'ai pris la porte de sortie et je m'en suis éloigné. Donc, oui, peut-être qu'on a tous. De toute façon, on a une place à trouver dans cette société. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle à jouer dans le collectif. Après, ce qui doit être plus ou moins important, peut-être que effectivement, quand on est dans des activités comme les nôtres, c'est-à-dire astrologue, médium, une activité quelque part thérapeutique, on peut avoir un impact sensible sur le collectif. Maintenant, les choses, après, encore une fois, c'est notre vie qui nous les amène. Hein. C'est notre raison d'être. Elle n'est pas toujours très claire pour nous, mais en tout cas, dans notre inconscient, dans notre programme de vie, ça se présente tout seul. Et à un moment donné, on peut louper des opportunités, mais les opportunités reviennent toujours, jusqu'au moment où on les saisit. Donc, on verra. Donc, tu fais partie des personnes qui pensent que finalement, parce que tu parlais de notion de libre arbitre tout à l'heure, on a tous cette notion de libre arbitre, on a tous la possibilité finalement d'agir. Alors, bon, pour un Breton, je vais te faire une réponse de Normand. Oui. Oh là, on va se faire des copains. Oui et non. D'ailleurs, qu'il faut nuancer. Alors, comment dire les choses simplement si on prend, je vais prendre l'exemple, c'est un exemple que j'utilise assez souvent. Un gland, un fruit, le gland, il est destiné à devenir un chêne. Pas un châtaignier, pas un pommier, pas un marronnier, il est destiné à devenir un chêne. Donc, quelque part, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de devenir ce que l'on est, que de devenir nous-mêmes. Alors, on pourrait se dire, ok, mais le libre arbitre dans tout ça.
En fait, le libre arbitre, c'est qu'on peut aussi décider de rester un gland toute sa vie. J'aime bien moi tu vois, l'image du gland déjà, ça me plaît beaucoup. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. Oui, on a cette possibilité et ce libre arbitre de grandir ou pas et de vouloir grandir ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui veulent pas grandir là autour de nous? On a l'impression qu'ils ont été, mais qu'est-ce qui leur est arrivé d'après toi? Ça se voit en astrologie, ça? Ouais. Disons que ce sont des freins et ça s'appelle ni plus ni moins que la peur. Et puis la peur parce qu'aussi on est dans un contexte culturel, contexte judéo-chrétien, qui est très culpabilisant. Donc agir est souvent considéré comme quelque chose de dangereux parce que c'est oser, c'est pas toujours bien perçu. Donc faut voir dans nos sociétés, notre culture, notre éducation, il faut être comme ci, comme ça, il faut être bien rangé, il faut être une haie bien taillée qui est un petit peu aussi l'extension, souvent des projections de nos parents, des projections de la société. Alors ça nous freine. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Et puis après, il y a aussi des peurs ancestrales qui fait que on n'ose pas trop et on n'ose pas toujours justement s'emparer de ces trésors qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permettent d'agir, qui nous permettent de bouger. Je crois d'ailleurs que c'est en ce moment la question fondamentale des, de tout le monde à l'heure actuelle. On voit bien que le monde ne tourne pas bien. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train d'aller très mal. Alors, on parle de crise, mais depuis que je suis jeune, moi, j'ai toujours entendu parler de la crise. On est perpétuellement en crise depuis les années 70. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps pour en sortir? Rien. Parce que peut-être qu'à un moment donné, la question, c'est que la vraie question, le vrai rôle, c'est qu'à un moment donné, chacun puisse se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Un peu la phrase du président Kennedy, ne pas se dire qu'est-ce que la société peut faire pour nous, mais au contraire, ce que nous pouvons faire pour la société. Et ça, je crois que là, le timing, il est en ce moment. C'est là où le réveil va commencer à se faire. Bon, le réveil, c'est très pompeux de dire ça, mais c'est qu'à un moment donné, chacun puisse se poser et se dire qu'est-ce que je peux faire? Et je crois que globalement, tout le monde est en train de se poser plus ou moins la question, alors plus ou moins consciemment, bien sûr, cette question, mais que beaucoup se limitent en disant mais moi je peux rien faire. Moi je peux rien faire parce que je n'ai pas d'argent, parce que je ne suis pas armé, parce que je ne suis pas éduqué, parce que je ne suis pas assez intelligent, parce que je ne suis pas assez beau, parce que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Ah oui, en fait, tu n'es pas assez, on n'est pas assez ce que les autres voudraient que l'on soit. Et ça, c'est très bien. On n'est pas assez ce que les autres voudraient que l'on soit. Maintenant, il faut juste être ce que nous voulons être. Et Tout à quand on fait. sera ce que nous voulons être, mais tout change. Absolument tout. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas de brandir des pancartes dehors et puis, ou des pieux pour aller renverser le gouvernement. Le réveil, c'est de trouver purement et simplement sa place et de devenir libre donc et de construire. Et c'est la libération du soi. Alors évidemment, vu comme ça semble un peu plus compliqué, mais pas tellement. En fin de compte, pas tellement parce que de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Soit on devient le chêne que nous sommes destinés à être, soit nous restons un gland. Et si le gland ne devient pas un chêne, on sait très bien ce qu'il va devenir à un moment donné. Le gland, il va retourner à l'humus. Qui peut être très bien, mais je pense qu'on a de quoi construire une très belle forêt. Oui, 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 exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est marrant, parce que j'avais exactement le même visuel, là. Très belle forêt, une forêt première et pas primaire, parce qu'il y a peut-être une forêt première à construire avec les éléments. Beaucoup de gens, tu l'entends, toi, autour de toi, ces personnes qui disent oui, mais moi je suis rien tout seul, là, je peux rien faire. Alors, c'est
Les gens se posent plus ou moins effectivement cette question, pas toujours consciemment, mais leurs interrogations reviennent vraiment à une histoire de positionnement et de place dans la société. C'est même, je dirais, la question qui angoisse tout le monde. C'est le lendemain. Qu'est-ce qu'on va devenir le lendemain? Le lendemain, il faut juste être soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux. En fait, on est toujours heureux quand on est dans l'ici et maintenant. Et cette angoisse qui étreint les gens, mais qui aujourd'hui l'étreint à un niveau collectif, parce on voit la société, on voit l'angoisse de la société. On se dit que si la société demain s'effondre, c'est foutu. Et c'est aussi pour ça que les gens sont un petit peu timorés en ce moment. C'est que on doit quitter une matrice pour en construire une nouvelle. On sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Or, il faut juste être rassuré sur le fait que ce que l'on gagne, c'est ce que l'on va y mettre. C'est ce que l'on va construire. C'est cette forêt que nous allons construire en prenant racine, tout simplement. Donc, c'est très bien si le monde actuellement est en train de s'effondrer. C'est un mouvement qui est inéluctable et qui va pouvoir permettre de laisser place à l'individu, mais un individu qui va trouver sa place dans le collectif, dans le groupe. C'est ce que les astrologues appelleront l'ère du Verseau, en reprenant cette idée de la grande année platonicienne qui dure 25 920 ans. Là, actuellement, on est en train de quitter progressivement l'ère du Poisson, qui a duré, donc, il faut compter à peu près 2600 ans par ère. Et on s'achemine progressivement dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est quoi? C'est l'individu dans le groupe. Donc, il suffit juste de se faire confiance, ici et maintenant, de s'enraciner, et puis les choses vont se mettre en place, mais toutes seules. Ça va être assez simple. Oui, je pense que c'est quelque chose qui, là, on voit en dessous de l'écran toutes les coordonnées liées ben, justement à ton Facebook, liées un petit peu à l'email, à tout ça. Je pense que c'est juste, normalement. Voilà, c'est si vous voulez rencontrer et si vous voulez avoir des informations concernant Jean-Philippe, vous aurez tout sur le bandeau qui défile que je viens de vous mettre Merci. parce que c'est important. Oui, il y a aussi ce rapport, on va dire, alors bon, qui est un peu compliqué d'un point de vue politique, avec on a l'impression qu'il y a une forme de divulgation qui est en train de monter, de monter, de monter. Est-ce que ça se voit en astrologie? Est-ce que ça se voit dans les thèmes parce que le thème de la France ou le thème, je sais pas comment ça marche, moi. Dis-moi. Alors moi, je fais de l'astrologie mondiale et puis bien sûr, je fais de l'astrologie pour les particuliers. Comment illustrer les choses simplement? En astrologie mondiale, je pense à quelque chose qui peut être intéressant facilement compréhensible pour n'importe qui. En 2020, donc au moment de la pandémie, on a vécu un phénomène astral qui est extrêmement rare. Donc, 3 planètes lentes, Jupiter, Saturne et Pluton, qui se sont rencontrées dans le signe du Capricorne, qui est traditionnellement le signe où se passent les transformations sociales et sociétales. Donc, quand ces planètes arrivent, les 3 ensemble dans ce signe, on sait que plus rien n'arrêtera la transformation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les choses sont inéluctables. Ça va arriver. La dernière fois que ces 3 planètes se sont rencontrées dans ce signe, c'était à la fin du XIIIe siècle. Et alors, évidemment, le médiéviste que je suis, à la fin du XIIIe siècle, je me dis, mais bon, remettons un petit peu le contexte de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le contexte faisait que nous étions dans une période qui, toute proportion gardée, avait une logique un petit peu similaire à celle que nous vivons à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 2 énormes puissances qui tentaient d'imposer une domination sur le monde. C'était d'un côté le Saint-Empire romain germanique, de l'autre côté la papauté.
Voilà. Alors, c'était ce qu'on appelle, pour ceux qui sont un petit peu au courant, la querelle des deux glaives, le pouvoir spirituel ou le pouvoir temporel. Qui domine réellement? On est arrivé, alors ils se sont chamaillés entre eux. Bon, à la fin des fins, c'est plutôt le pape qui a pris l'ascendant sur l'empereur germanique. Sauf qu'à un moment donné, il y a un trublion qui est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, quelque part. C'était le roi de France. Alors, c'était les rois de France, à partir de Philippe Auguste, surtout Saint-Louis, et puis son petit-fils, Philippe IV le Bel. Et c'est là que nous arrivons à cette période où on retrouve cette triple conjonction. Philippe IV le Bel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la politique de ses prédécesseurs en disant « Moi, dans mon royaume, je ne reconnais qu'une seule autorité, c'est la mienne. C'est ma souveraineté, ma suzeraineté. » À l'époque, on ne disait pas souveraineté, on parlait de suzeraineté. Donc, l'empereur, bon, il est plus l'ombre que de lui-même, c'est plus un problème. Par contre, le pape commence à me gonfler, pour parler familièrement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe IV le Bel? D'abord, il a commencé à imposer un impôt sur l'Église, ce qui était à l'époque un truc à limite du scandale. Le pape n'était pas spécialement ravi de ça. Et puis ensuite, il lui a dit, écoute, si tu n'es pas content, mon petit gars, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Donc il s'est arrangé pour faire élire un pape français, donc, sous sa coupe, et puis il a transféré le siège de la papauté, il a transféré le Vatican à Avignon. Donc là, il a mis la papauté en coupe réglée, et comme ça, il pouvait surveiller. Alors, Avignon, ce n'était pas la France, hein, mais c'était quand même sous la domination française. Là-dessus, il y avait à côté aussi une hyper-puissance financière. La première banque centrale européenne, c'était les Templiers. Et les Templiers, en fait, bon, c'est l'ordre du Temple qui était originellement destiné à protéger les pèlerins en Jérusalem. Depuis que Jérusalem avait été repris par Saladin, ils avaient perdu leur rôle de protection. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'avec les dons qu'ils recevaient de la part des gens, de la part des rois et des différents nobles, ils étaient devenus une véritable puissance financière. Et à la fin des fins, l'ordre du Temple, c'était ni plus ni moins qu'une banque centrale qui prêtait de l'argent, notamment au roi. Or, la situation économique de la France à cette époque-là, elle était juste catastrophique. Et le roi de France était obligé d'emprunter de l'argent aux Templiers, donc il avait une dépendance vis-à-vis des Templiers. Templiers, ordre religieux. Bon, à la fin des fins, on sait ce qui s'est passé. Philippe IV le Bel, il a squeezé les Templiers en disant « Je suis le souverain chez moi ». Et c'est assez amusant de voir ce parallèle avec notre époque, parce que, en plus, quand j'ai repris le thème, alors on ne connaît pas exactement l'heure de naissance, même la date de naissance très précise de Philippe IV le Bel, mais j'ai pu faire un montage approximatif et puis le comparer avec un personnage que tout le monde connaît aujourd'hui et qui joue à peu près le même rôle. Bon, les autres Atlantique, hein, j'imagine que vous savez à qui je fais allusion, un certain DT. Et effectivement, d'ailleurs, leurs thèmes sont très similaires et les deux sont vraiment les trublions, ceux qui vont vraiment casser le plan, un plan de quelque part de mondialisation. Et plus on est dans la mondialisation ou dans la globalisation, moins on est en capacité d'être soi-même. On est sous un linteau avec la tête courbée, les chines pliées en deux. Donc voilà, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va se dresser pour dire non, stop, maintenant je vais vous dire ce qui va se passer. Moi, je suis souverain en mon royaume. C'était la devise des rois de France à l'époque. Alors c'est intéressant ce parallèle, hein, parce que là on voit bien que bon, moi j'adore l'histoire, hein, à titre personnel. Bon, j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Philippe le Bel, etc. On est les Templiers, on est les dernières sorcières qu'on brûlait. Hein, il y avait beaucoup de choses, hein, à cette époque-là. Le roi maudit, hein, de Maurice Druon. Oui,
Voilà, bon, il y a une très belle littérature sur le sujet pour ceux qui aiment ça. Je vous assure qu'il y a vraiment de quoi passer des bons moments en lecture et pas devant un écran, mais devant un livre. Donc Ouais. ça c'est important. Tous ces parallèles là, on a vraiment l'impression aussi de, je sais pas comment toi tu vois ça parce que comme tu connais bien le domaine, d'une forme de reproduction de l'histoire. Alors, bien sûr, les gens, là, s'arrêtent à la reproduction de l'histoire du siècle dernier, avec ce qu'on vit, avec les guerres, avec des choses comme ça. Il y a quand même toujours ce phénomène un peu, on a l'impression que une histoire se reproduit, les gens comprennent pas. Une histoire se reproduit, les gens comprennent pas. Toi, c'est quoi comment tu vois ça, toi? Bah, en fait, c'est l'histoire de la vie de tout un chacun. En fait, la vie nous sert la même soupe, même si elle n'est pas bonne, jusqu'à temps qu'on dise, bon, on va peut-être manger notre soupe. On va choisir autre chose dans le menu. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience, l'expérimentation. Donc, on expérimente, on mange toujours la même chose jusqu'au moment où on dit, bon, bah, c'est pas bon, enfin, c'est plus bon, on voudrait autre chose. Et à ce moment-là, on a juste à dire, stop, on va changer la recette. Et c'est ça, la conception de la vie chez un astrologue, je dirais de manière générale, elle est cyclique, elle n'est pas linéaire, ce qui est quelque part rassurant. Alors, pour certains, c'est angoissant d'avoir toujours la même chose qui se reproduit, mais jusqu'au moment où on décide de rompre le cercle. Au lieu de tourner en rond, eh ben, on va commencer à dessiner une spirale. C'est ça le principe de la vie. On a des expériences qui nous reviennent. Hein, on a tous vécu ça. On a notamment, alors le plus simple, c'est dans nos vies affectives, nos vies amoureuses. On rencontre toujours le même type de personnes qui nous font vivre le même type d'expériences, qui finissent toujours par tourner au vinaigre, voire par devenir catastrophiques. Puis plus ça devient catastrophique, plus ça devient clair. Ah bah oui, tiens, en fait, non, c'est bon, là, on passe à autre chose. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître. C'est par nos expériences, parce que les projections que l'on va renvoyer sur l'autre, c'est nos expériences de vie qui vont nous forger, et c'est en forgeant qu'on apprend à devenir forgeron, tout simplement. Donc, une vie cyclique qui se représente et que nous pouvons faire évoluer au fur et à mesure où on amène des petits changements. Parfois, c'est infime, mais cet infime-là permet de changer, in fine, énormément de choses. Donc, que ce soit sur un plan collectif, c'est-à-dire dans nos sociétés, comme sur un plan individuel, c'est la même chose. Les mêmes expériences nous sont resservies jusqu'au moment où on décide de changer la recette. Et c'est ce qui est en train actuellement de se passer. Sauf qu'aujourd'hui, on doit y mettre de nouveaux ingrédients. On ne sait pas trop si ça va être bon ou mauvais. Enfin, je pense que toi et moi, on peut le dire clairement. Ça va être bon. Ça va même être excellent. Et même, Ouais. je peux vous dire, en tant qu'astrologue mondialiste, sur un plan astrologique, en 2025, on a quelque chose qui se prépare dans le ciel que je n'ai pas pu encore retrouver dans l'histoire de notre humanité. Un événement extraordinaire où toutes les planètes collectives seront en aspect harmonique les unes des autres. Donc 2025, c'est à notre porte, hein, c'est demain. Et c'est certainement ce qu'on appelle un âge d'or. Alors, est-ce que c'est ça qui va marquer l'entrée dans le Verseau? C'est pas impossible. Dans le signe, dans l'ère du Verseau, hein, c'est pas impossible. Je voudrais préciser une chose par rapport à cette ère du Verseau. Toutes nos civilisations, que ce soit les civilisations occidentales ou orientales, ont en commun, dans leur histoire, dans leur culture, un événement cataclysmique que nous avons appelé le déluge. Cet événement s'est passé autour des moins 10 000 avant Oui. Jésus-Christ. À cette époque-là, c'était l'ère du lion. Sur un plan astronomique, on sait très bien que le système solaire, l'univers, est en mouvement. Hein, il y a aussi une idée de cycle. Quand on traverse l'ère du lion, on est dans une zone très dangereuse au niveau de l'univers. C'est là où ça bombarde de météorites, de plein de choses. Voilà. C'est à ce moment-là où effectivement nous avons assisté dans toutes les cultures à ce témoignage qui consiste à
à imaginer un monde qui disparaît purement et simplement sous les eaux diluviennes. On parle d'eau antédiluvienne. Donc c'est un nettoyage complet de la Terre et donc de la civilisation, avec disparition d'anciennes civilisations. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ça nous amènerait trop loin, mais on sait qu'avant la nôtre, il y a eu une autre civilisation. Que les Grecs connaissaient très bien, hein, mais, enfin surtout les Égyptiens. Oui. C'était le monde attente, hein, il n'y a pas de problème. Le signe du Verseau, c'est le signe qui est immédiatement opposé au lion. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on est dans un cycle, si on donne un point de départ, on sait qu'on a, alors non pas un point d'arrivée, vu que il y aura toujours le cycle en mouvement, mais il va y avoir une apogée du cycle. Si on prend le point opposé au lion et qu'on se rend compte que c'est l'ère du Verseau et que justement nous sommes sur le point de rentrer dans cette ère du Verseau, ça veut dire que sur un plan spirituel, notre humanité est en train d'atteindre l'apogée de cette civilisation. C'est ça le grand réveil, ce grand bouleversement où chacun doit trouver sa place, son rôle et s'épanouir dans sa souveraineté la plus entière. Sans refuser la partie, ce que les Grecs appelaient la moira, la loi des Grecs, qui consiste à dire en chacun d'entre nous, il y a une partie de bien et une partie de mal. Traduction contemporaine, il y a notre conscience et notre inconscient. On ne peut pas rejeter ni l'un ni l'autre. Donc même les choses inconscientes, et nous sommes là pour en parler, parce que toi, tu es médium, tu es voyant, il y a des cartomanciens, il y a des spirites, il y a des astrologues, il y a des psychologues. On est là justement pour parler un petit peu de ces mondes inconscients qui constituent notre identité. C'est là où d'ailleurs Jung et Freud se distinguent. Freud disait que l'inconscient, c'était une poubelle. Non, ce n'est pas une poubelle. L'inconscient, c'est un monde conscient en devenir. Ça, c'est la vision de Jung. Et d'ailleurs, Jung prolongeait en disant « Tout ce qui ne parvient pas à la conscience nous revient sous forme de destin. » Ça, c'est le cycle. Ce qui ne parvient pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Donc, c'est pour ça que cette expérimentation, elle nous revient jusqu'au moment où, pouf, ah ben oui, ça y est, j'ai compris. Et donc, je change la recette. Je l'améliore. Parce que j'en ai marre de bouffer la même chose. J'en ai marre de rencontrer les mêmes personnes qui me font vivre les mêmes types d'expériences. Je veux grandir. Et pour grandir, on rentre dans la conscience. Mais il faut accepter cette part d'inconscient, parce que dans notre inconscient, il y a quantité de mémoire, il y a toute notre richesse, tout notre héritage qui ne demande qu'à être cueilli et à devenir conscient. Voilà, bon, c'est peut-être un peu long dans mon explication. Non, 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 c'est tout à fait clair. En tout cas, moi, ça me parle bien, hein. Et je pense que ça parle bien aux personnes qui nous suivent, hein. C'est assez net, c'est assez rigoureux, c'est assez carré, c'est assez propre dans la forme d'expression, en tout cas avec les mots et les images. On voit bien un petit peu de quoi il s'agit. Et comme tu le dis très justement, l'inconscient, ce que disait Freud, n'est pas une poubelle. Non, non. Et l'inconscient, c'est aussi forcément quelque chose qui nous revient en termes d'information. Et j'ai poussé en termes, moi, de médium, après avoir repris des études de psycho, effectivement très tard. J'ai compris plein de choses. J'ai fait des liens de médium à que ce soit les premières topiques de Freud ou alors les autres apports en connaissance de Jung ou d'autres, hein, encore qui sont peut-être plus difficilement lisibles comme Lacan. Et là, bon, on n'est pas en train de faire de jouer les intellectuels, hein, faut être bien clair, c'est de l'information, hein, c'est rien d'autre. Mais chacun parle d'un monde différent, d'un monde, et c'est comme si l'inconscient c'était peut-être, et si l'inconscient c'était pas le monde de l'au-delà. Oui, tu as raison. Donc, l'inconscient, c'est fait d'un monde de pulsions. La
pulsion freudienne, c'est la libido. Alors, pas la libido au sens freudien. Hein. Donc, la libido n'est pas que sexuelle. La libido, Tout à fait. c'est une énergie psychique qui est la traduction de nos besoins fondamentaux, de nos besoins élémentaires. Et puis, nous avons nos idéaux. Tout ça, ça fait partie des mondes de l'inconscient. Voilà. Donc, le monde de l'inconscient est constitutif de notre identité propre. Ce n'est pas seulement notre conscience. Notre conscience, c'est ce qu'on va en faire. Mais l'inconscient, c'est notre identité propre et nous pouvons puiser là-dedans. Mais justement, cette identité propre, elle vient d'où? C'est là où, là, on peut rejoindre ça. Alors l'au-delà, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais c'est ce que nous appelons peut-être, enfin moi, ce que j'appelle la mémoire ancestrale, ou la traduction ésotérique la plus proche, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'étincelle divine, de laquelle est issue chaque incarnation. Nous sommes des enfants d'une étincelle divine. Et donc, nous portons des mémoires. Nous portons des mémoires avec lesquelles nous pouvons rentrer en relation en devenant conscient ou on peut rentrer en relation d'autres mémoires, ce que tu fais en étant médium. Oui, parce que, encore une fois, la complémentarité que l'on peut retrouver entre toi, la pratique de l'astrologie, la médiumnité, la voyance, les arts divinatoires, quels qu'ils soient, ont tous une complémentarité et finalement, ce sont des langages qui parfois n'ont pas tout à fait la même grammaire, la même orthographe, mais qui ont le même sens. Hein, on peut Oui, dire ça comme ça? complètement, moi j'en suis convaincu, oui, absolument. Et qui peuvent se compléter à certains niveaux. Ce qu'on avait d'ailleurs essayé de mettre de faire là il y a quelque temps avec Agnès, et c'était très amusant, même très agréable, de pouvoir compléter moi ce que je voyais en astrologie et ce qu'on pouvait voir en voyance, au travers de la voyance d'Agnès Tarot, que je salue. Coucou. Oui, Agnès, gros bisous Agnès. Je sais qu'elle va regarder. Voilà, non, on peut faire énormément de complémentarité. L'avantage de l'astrologue, c'est qu'il peut placer des dates, alors qu'en voyance, c'est extrêmement difficile. Par Ouais. contre, la voyance peut décrire les événements. Oui, tout à fait. Donc, il y a des complémentarités. Et puis, les médiums, hein, comme toi, vous pouvez aussi apporter des informations qui sont susceptibles aussi d'orienter, je sais pas, de donner des points de repère, des guidances. Voilà. Oui. C'est vrai que quand on est dans le flou, bon, quand un enfant ne sait pas trop ce qu'il doit faire, il va aller demander conseil à son papa ou à son grand-père, ou à sa grand-mère ou à sa mère. Voilà, on va aller chercher quelqu'un d'autre pour avoir un avis. Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Toi, tu as aussi certainement un avis sur un petit peu ce qui est en train de se passer, parce qu'on a vécu 2 ans et demi qui ont été complexes. Hein, c'est pas encore complètement terminé. Et là, d'un point de vue médiumnique et voyant, c'est toujours un peu compliqué parce que on sait bien qu'il y a une date butoir, mais bon, tu as parlé de 2025 et ça, c'est vraiment l'apogée pour moi. Hein. C'est l'apogée, oui. Il y a des choses, tout s'effondre Voilà. avant. Voilà. Pour moi, je le ressens un peu plus comme ça en tant que médium. Et en même temps, c'est normal que ça soit si dur. Est-ce qu'on le voit sur les planètes, tout ça, sur les mouvements, sur les oppositions, les carrés, les machins, les bidules. Enfin, je connais pas tout ça, moi. Donc, pardon. Ouais, mais alors, le problème, ce qui est dur est très relatif. Parce que si on dit qu'on est en train d'assister à un monde qui s'effondre parce que c'est un monde qui agonise, est-ce qu'on veut l'horreur sans fin ou la fin de l'horreur? Personnellement, je préfère la fin de l'horreur. Ah bah ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement positif. Alors oui, je ne vous cache pas que, étant un optimiste de nature, j'aurais préféré que les choses se mettent en place au cours de ce printemps. De fait, elles se mettent en place avec un peu plus de retard. Mais c'est comme je pense, mesdames, qui avaient cette extraordinaire capacité de construire la vie,
c'est ça, hein, de créer de nouvelles matrices, donc d'enfanter. On sait très bien que l'enfantement, l'accouchement, il peut être retardé, mais pas indéfiniment. Et plus il est retardé, plus ça devient douloureux. Donc, c'est là aussi où notre libre arbitre peut s'insérer. C'est de dire, bon, ok, maintenant, je vais essayer de commencer à prendre les choses en main. Je ne vais pas attendre que tout ça arrive. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, plus c'est retardé, plus ça va être douloureux. Sur un plan astrologique, quand on a Jupiter, Saturne et Pluton qui sont ensemble dans le signe du Capricorne, à la base, on peut se dire, putain, c'est pas un cycle c'est pas très câlin comme cycle. On est quand même sur des planètes de nature sèche. Alors oui, certes, on va dire, ah ouais, mais il y a Jupiter, c'est le bienfaiteur. Non, Jupiter, c'est juste un amplificateur. Donc, il amplifie Saturne et Pluton, qui sont les divinités de la mort, hein, voilà. Enfin, avec Pluton, on est dans des divinités de transformation. C'est pas, la mort n'existe pas en astrologie. Donc, et puis même de manière générale, dans la spiritualité, la mort n'existe pas. La mort est juste une naissance en devenir. Ouais. Et donc, effectivement, Saturne et Pluton, les deux dieux de la mort et de la transformation, se rencontrent dans le signe du Capricorne, qui est un signe sec. On se dit, waouh, c'est pas très câlin. Ouais, mais c'est aussi grâce à ça que le monde va pouvoir finir d'agoniser. Alors après, on se disait, cette année, c'est l'année de la grande conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Ouais, super, ça c'est beaucoup plus doux, c'est plus humide, ça va mettre un peu de lubrifiant. De fait, depuis le début de l'année, on ne vit pas plus mal. On s'est débarrassé du Covid, on s'est débarrassé du masque, on s'est débarrassé, entre guillemets, des picouses. Donc, quelque part, on est mieux. Sauf qu'il y a aussi une part d'illusion dans tout ça. On est mieux, mais on n'a rien réglé. Alors, le règlement, pour moi, il arrive cet automne. Hein. Parce que cet automne, on va retrouver un aspect sec entre Saturne et Uranus, qui sont deux planètes d'aspect sec, qui sont en carré et qui vont signifier tout simplement ce que je pensais qui serait arrivé cet hiver, c'est-à-dire l'effondrement économique. Bon, c'est pas arrivé cet hiver, mais pour moi, si c'est pas arrivé cet hiver, comme l'aspect se reforme à cet automne, ça va arriver cet automne. Et c'est là où ça risque d'être un peu dur. Mais ce qui va être difficile, dans une autre finalité, n'est qu'un bienfait, parce que pour moi, ça traduit tout simplement la fin de l'horreur, et non pas l'horreur sans fin. Tout à fait, très, 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 très bien dit. Mais tu causes bien, toi, Philippe, toi. Je vais te inviter. Non, mais c'est juste. Je pense que les internautes qui nous regardent pensent exactement la même chose. C'est marrant quand je dis internaute parce que je pense cosmonaute et ça me fait penser quand j'étais petit, on connaissait pas internaute. C'est quelque chose qui est né vraiment d'un réseau qui est quelque chose qui n'existait pas. Toi comme moi, bon, tu es peut-être un peu plus jeune que moi quand même, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu as tu as connu aussi peut-être des moments où on n'avait pas de jeu avec les manettes. Partie de cette génération charnière. Voilà, juste là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que aujourd'hui, on voit bien que il y a aussi, alors je ne sais pas si toi tu le perçois comme ça, parce qu'on dit oui, la jeunesse, là, ils sont tous, c'est tout plus ou moins foutu, ils sont tous plus ou moins barrés dans leur truc. Moi, je dirais non. Je dirais non parce que ce que je vois, je suis très surpris de voir plein de jeunes qui ont eu, qui ont pas eu l'injection et même qui ont eu l'injection de par des parents complètement débiles et tarés. Et là, je mesure mes propos, ça m'appartient. Hein. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont protégés d'ailleurs par cette connexion à cette étincelle divine dont tu parlais tout à l'heure. On a vraiment une nouvelle génération là. Est-ce que ça se voit aussi ça en astrologie, cette nouvelle génération, cette nouvelle
façon de voir les C'est une choses. génération qui s'est mise en place en fait en 1993 au moment de la conjonction entre Uranus et Neptune. Alors, Uranus, vous allez voir, c'est très simple l'astrologie. Uranus, c'est les technologies. Neptune, c'est le collectif. Donc, une technologie qui se met au service du collectif. Et c'est 93, c'est le moment où Internet a explosé. Et puis, c'est le moment où les jeux vidéo en ligne se sont mis en place, etc., etc. En fait, ce qui se passe, on est dans une société qui est en train de se relier, comme les neurones dans un cerveau se mettent. Chacun a son rôle, mais il a son rôle et je dirais son essence que dans la mesure où il prend sa place dans une connexion multiple, prendre sa place dans la société. Et cet Internet, ces jeux vidéo en ligne, en fait, ils nous apprennent à travailler ensemble. 93. Les jeunes aujourd'hui, ils sont hyper concrets. Ils sont très pragmatiques. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, ils foutent rien, tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent dans une société où on ne leur permet pas d'être? On ne leur permet pas. Moi, c'est l'expérience que j'avais eue quand j'étais enseignant, quand je me suis retrouvé à un moment donné. Alors, je sortais d'un doctorat, donc un truc très scientifique, très carré, tout ça. Et je me retrouve devant des mômes. À l'époque, c'était une classe de quatrième. Non, c'était des troisièmes. En ZEP, forcément, hein, en zone d'éducation prioritaire, hein, puisque quand on est jeune prof, on nous met évidemment là où c'est le plus difficile. Et moi, je me suis retrouvé, j'étais à Châteauroux, la moitié de la classe était issue de l'immigration, et on m'a dit, oh, bah, tu vas voir, ça va pas être cool. En fait, c'était super bien. C'était super, super simple. Moi, c'était très fluide avec les gamins. Parce qu'eux, ils étaient pragmatiques. Alors, c'est vrai que moi, je me suis un peu emmerdé. Parce que, sorti de hautes études, en fait, je faisais plus du français que de l'histoire. Et puis surtout, j'essayais de leur inculquer un sens, un esprit critique. C'est ça le but de l'historien. C'est d'avoir toujours un esprit critique vis-à-vis des événements. Et je me rendais compte qu'en fait, ces jeunes, mais ils étaient passionnants. Quand on leur parlait de leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout ça, en fait, peut-être c'était pas toujours clair dans leur tête, mais ils avaient quand même un sens très pratique. Et le monde qu'on leur propose aujourd'hui, il ne les intéresse pas. Ou alors, si, ils voulaient tous devenir fonctionnaires, bien sûr, mais pour recevoir un salaire, et pendant ce temps, ils allaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Et ça, ce monde, c'est le monde de l'Internet. Il est à l'image de notre cerveau. En fait, on est tous en train de se relier les uns aux autres. Regarde, Christophe, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Ça fait quoi même un mois qu'on se connaît. Oui. C'est Agnès présenté. Moi, c'est Sylvia Miami, que je salue aussi, qui m'avait présenté à Agnès. J'ai fait la connaissance de Cyril, j'ai fait la connaissance de Katia Boudancia. Et on est tous en train de se relier les uns aux autres, certes avec nos différences, mais on crée aussi ce collectif. On crée un petit peu ce cloud qui fait que tout devient une complémentarité. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce rassemblement qui, à la base, paraissait complètement incongru et impossible, et on l'a vu à travers d'autres, toi comme moi, voilà. Même quand il a fallu tenir pendant des jours et des jours à travers l'information de matraquage ou les attaques, ou tout le monde à un moment donné apporte sa pierre, et puis tac, vient aider l'autre, et puis amène de l'information. C'est que du bonheur. C'est aussi ça le message qu'on véhicule à travers les émissions qu'on fait. C'est de montrer que, tu l'as dit dès le départ, c'est de surtout pas croire ce qu'on est en train de vous dire, quoi. Je veux dire, c'est l'autonomie, non? Ça te parle, ça, l'autonomie, toi? C'est l'individu dans le groupe. Chacun, on doit prendre racine pour finir par créer cette forêt. Donc, on ne peut pas créer une forêt tout seul. Un arbre ne crée pas une forêt. Par contre, des centaines, des milliers d'arbres vont créer une forêt. Mais pour que ces arbres créent une forêt, il faut qu'ils prennent racine.
ou alors on reste des glands. On a le droit de rester des glands, mais le choix va devenir un peu limité. Parce qu'une fois qu'on prend racine, après on pousse comme on veut, on peut être tordu, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut avoir des branches comme on veut. Quand on reste un gland, on reste un gland. Et il n'y a rien de plus qui ressemble à un gland qu'un autre gland, quelque part. Deux glands. Pas d'avenir. Le gland qui reste un gland, il n'a pas d'avenir. Le gland qui prend racine, il devient un chêne. Et là, le chêne est libre de grandir comme il le veut. Donc c'est ça l'ère du Verseau, c'est l'individu dans le groupe, l'individu dans le collectif. On est tous reliés aux uns aux autres et on crée cette forêt. Et puis sous cette forêt, on va avoir des animaux qui vont vivre. Le cycle de la vie va s'installer. C'est magnifique. Ah bah ouais, bah ça, j'ai bien fait de t'inviter, toi. Tiens. Je suis content. Je pense que les gens sont en train d'apprécier. Là, ça fait 1 heure qu'on discute, hein. Donc, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un message, des projections, des perspectives, des idéaux, qu'est-ce que tu veux balancer? Tu fais ce que tu veux là, hein, tu te fais plaisir. Bah, ouais, alors là, oui, j'ai pas forcément réfléchi, mais si on tient compte de l'objet de notre discussion, je dirais que 2 informations essentielles. Un, faut pas avoir peur parce que les choses se mettent en place progressivement. Et 2, il faut pas avoir peur d'être non plus. Alors, dans la mesure du possible, il faut quand même éviter la colère, hein, parce que la colère, elle est pulsionnelle, ça c'est de l'inconscient, mais qu'on ne maîtrise pas. Mais il ne faut pas avoir peur d'être, il ne faut pas avoir peur de croire en ses rêves, et puis aller avancer sur son chemin. Les choses se mettront en place progressivement, et peut-être même plus rapidement qu'on le pense. Parce que dès que le monde actuel s'effondre, le temps, enfin les possibilités vont s'offrir à nous de plus en plus rapidement. Et puis, allez, peut-être une troisième chose, ce que nous venons de dire, hein, pour construire une forêt, il faut s'unir. Donc, unifions-nous. Unifions-nous, mais oui, dans nos personnalités respectives. Ça, c'est plus important. Si on n'a pas de responsabilité, de personnalité et de responsabilité individuelle, on ne peut pas se relier aux autres. Ce n'est pas possible. Il faut être pour pouvoir ensuite se rassembler. C'est tout le contraire de ce que veulent les mondialistes. Les mondialistes, ils veulent effacer les personnalités. Nous, on est là pour justement dire tout l'inverse. Il faut faire comme Philippe IV le Bel, les rois de France à l'époque, sans vouloir faire de prosélytisme pour la monarchie, hein, c'est pas ça. Mais à l'époque, c'était on est souverain en son royaume. Donc soyons souverains de nos vies, et là nous serons libres de pouvoir nous associer, de pouvoir échanger avec qui on veut. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais te remercier d'avoir participé à cette émission et qui à mon avis, alors vous avez sous l'écran la bannière qui s'affiche avec toutes les coordonnées de Jean-Philippe que vous pouvez contacter avec son site web, avec je pense avoir tout bien mis comme il fallait. Hein, c'est toujours mais c'est vrai. On m'identifie facilement sous mon nom, donc pas de souci. Oui. C'est assez facile, hein, de toute façon, d'aller te trouver sur Internet. J'ai envie de dire merci déjà d'avoir accepté d'être avec nous ce soir parce que c'est important. C'est des messages d'espoir, encore une fois. Hein, c'est toujours les mêmes messages dont on essaie de transmettre à toutes les personnes qui sont avec nous. Vous n'hésitez pas à consulter Jean-Philippe, hein, parce que vous allez voir, hein, il va vous faire un boulot top. Hein. Il va vous faire de très bonnes révélations sur votre devenir, votre état d'être, et surtout sur sur la mission sur laquelle vous avez accepté, vous avez signé avant de venir. Hein. Donc maintenant, voilà. Voilà, on va te souhaiter tout plein de bonnes choses, Jean-Philippe.
Hein. Beaucoup Ben, d'amour, merci à beaucoup vous aussi. de, voilà, d'amour breton. Hein. On va bientôt se retrouver, je pense. On va se rencontrer parce qu'on a déjà failli, mais il y a des fois les emplois du temps sont un peu complexes, donc c'est toujours la même chose. Mais on arrivera, on va réussir à se retrouver les pieds dans l'eau, hein, pas loin Bon, de ben, la plage de plus la baie de Crozon, je Douarnenez à pense. traverser. Oui, oui, à la nage, C'est ça se fait ça. vite. Hein. Il y a, y a, y a, Il y a, y a, y a pas il y a juste 9 km à la nage. En tout cas, merci Jean-Philippe pour ta belle humeur, ta générosité, ta façon d'être qui nous apporte beaucoup encore de plaisir, de bonheur et cette pédagogie. Donc, je te rassure, tu es un bon prof hein, là-dessus. Merci bien. Ça se sent tout de suite. Et moi, je vous invite à partager un maximum cette émission parce que cette émission, elle est encore une fois plein d'amour et de bonheur et de plaisir, de transmission de vérité. Faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt avec un nouveau live la semaine prochaine aussi. Il me semble que c'est peut-être Jean Pernin, je crois, la semaine prochaine. Vous verrez avec lesquels il y aura un live en direct où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aussi, où on se marrera. Merci Jean-Philippe d'avoir été présent ce soir avec nous. Merci pour Euh, l'invitation. voilà, on te fait des gros bisous avec la Babette. Hein, et puis, passez une bonne nuit Navo. et partagez un maximum les enfants parce que franchement, ça a besoin d'être partagé. Voilà. Merci, à plus. Ciao, ciao, ciao tout le monde.